Bonjour tout le monde. Alors déjà la première partie c'est le vignette. Je fais pas ça pour être cool, c'est tout simplement que j'ai pété les autres. Et résultat, en attendant j'ai l'air cool ou un tueur ou je sais pas quoi. Ça vous plaît? Bien entendu les amis. Attendez que je porte la fonte. Ou pas. On va la laisser comme ça dans un premier temps. Alors, je suis là pour vous parler de quoi? Je suis là pour vous parler de BetterJS. Qu'est-ce que fantastiquement BetterJS? C'est comment écrire? Un peu plus bas, Là, comme ça, ça vous va mieux? Sans micro. Sans micro? Bah, c'est au niveau des organes. Ok les gars, pas de trop. Donc BetterJS, c'est comme ça, tout va bien? Excellent. BetterJS, donc c'est un meilleur JavaScript en JavaScript. Le principe c'est celui-ci. Tu peux me raconter un petit peu comment je monte la fonte là? Non? Ou pas? Vous arrivez à lire dans le fond? Un petit peu vaguement. Super. Excellent, je te remercie. De rien. Donc un meilleur JavaScript en JavaScript. Tel est le but. Bon alors déjà évidemment, bon, je ne sais pas si vous connaissez bien JavaScript, mais c'est pas tout à fait parfait on va dire. Alors, pourquoi c'est pas parfait? Alors il y a des choses rigolotes du genre 0 égale moins 0. Jusqu'à là, pourquoi pas. 1 divisé par 0 est pas égal à 1 divisé par moins 0. Donc là, il y a un petit problème de cohérence. J'ai pris tout ça sur un site qui s'appelle What the fuck JavaScript. Je vous encourage à y aller, c'est très rigolo pour voir ce qu'est un langage pas forcément bien design. Donc là, parsing de nul. Donc vous parsez nul. En base 24, ça vous donne 23, c'est vachement bien. Nul, parce qu'on s'est dit que c'est un hit. Alors foo égale un array avec juste 0 dedans. Alors foo est égal à non foo. Déjà c'est rigolo assez, j'aime assez le concept. Mais foo était aussi égal à foo. C'est des concepts sympas, JavaScript, j'aime bien. Et donc il y a une rumeur comme quoi on va mettre un opérateur maybe en S6. Non, c'est une blague. Ils sont pas fous à ce point-là. La blague drôle. Non, c'est bon, vous l'avez catché. Alors, celle-là, 3 plus 1 égale 31. Donc là, on se dit, ouais, pourquoi pas. 3 moins 1, 2. C'est bien, passer tout ça perd. Non, c'est une blague. Donc là, une liste comme ça, je vous l'ai sorti que des blagues, là, mais il y en a, je sais pas, une vingtaine de pages tranquilles. On passera pas le pourquoi. Alors, donc JavaScript, c'est pas tout à fait super parfait. Hein. Toutefois, il y a quand même des choses assez sympas dans JavaScript. Alors, donc, bon, principalement le fait que vous le trouvez dans tous les browsers, vous faites toutes ces choses-là. Vous le trouvez dans Node.js. Tout le monde qui fait du web dev est forcé de connaître JavaScript. Donc, tout le monde essaie de réparer JavaScript, mon erreur. Donc ça, c'est une bonne chose d'essayer de réparer JavaScript, mais après, bon, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur c'est quoi les problèmes, et surtout, comment les fixer. Alors, ça donne des choses sympatoches, du genre, il y a plein d'efforts qui le font, et c'est là que ça devient un peu problématique. Il y a TypeScript de Microsoft, il y a Dart de Google, il y a React de Facebook, il y a SMGS de Mozilla. Je ne vais pas m'amuser à comparer tous ces efforts, mais là, je vous sors juste un petit sample et regardez les noms, c'est pas des petits noms là. Hein. On est en train de parler, les plus gros du monde sont en train de se battre pour essayer de corriger JavaScript. Le gros problème de tous leurs efforts, dit-il, c'est déjà vous avez des nouveaux langages à apprendre. Alors c'est un petit problème évidemment, c'est pas. Vous devez former, si vous êtes CTO par exemple, vous devez former vos équipes. C'est pas tout à fait génial, ça demande du temps à vos équipes pour apprendre ce nouveau langage et il y a moins de docs. Si par exemple vous faites du Dart, vous avez beaucoup moins de docs en JavaScript ou j'ai pris Dart au hasard, hein, ou vous faites n'importe quel autre effort. Alors, ça pose aussi des problèmes, c'est que tous ces langages sont compilés en JavaScript, donc c'est plus complexe à construire votre logiciel. Ensuite, ça pose un problème de ce qu'on appelle development iteration, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites une modification, vous devez le compiler, le tester, ainsi de suite. Le fait de le compiler, ça rend la chose plus longue, et c'est aussi plus dur à débugger, tout simplement parce que vous avez une étape, et donc vous avez dans le débugger JavaScript, vous n'avez plus du JavaScript, vous avez un autre langage, et ça c'est quand vous avez SourceMap. On ne va pas s'étaler sur SourceMap tout de suite.
Alors le problème de tout ça, c'est même, présupposons qu'un de ces langages soit génial et solutionne absolument tous les problèmes. Le problème, c'est que c'est vendeur time-ten. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si, je ne vais même pas citer de nom, si un des gros vendeurs, genre soit Google, Facebook, Microsoft ou Mozilla, se pointe et invente un super langage, tous les autres vont se battre pour lui taper dans les pattes. On n'est pas intéressé, tout simplement parce que tous ces gens-là sont compétiteurs. Et c'est un problème, évidemment. Parce que le temps qu'ils convergent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un nouveau standard qui serait meilleur que JavaScript actuel, c'est infini plus 1, donc ça, c'est pas tout de suite. Hein. Et pendant ce temps-là, nous, on est pognés avec JavaScript. Donc ils attaquent tout JavaScript, et ça, c'est pas top, ça. C'est pas top parce que, moi, j'aime bien JavaScript. J'aime JavaScript. Alors là, je vous l'ai fait le défenseur, je suis le chevalier JavaScript. Je défends JavaScript pour les méchants attaqueurs. J'ai même pris des photos vachement géniales. Donc la dernière chose que vous allez voir si vous faites quelque chose demain avec JavaScript, JavaScript vient de Heaven, du paradis. Et j'aime JavaScript, voilà. Bon. J'ai un peu honte des fois de montrer ces photos, mais je les ai faites, alors j'assume maintenant. Donc voilà, je suis en train de me blaguer tout seul. Alors, pourquoi j'aime JavaScript? Après avoir dit que c'était, disons-le, tout pourri d'un point de vue technique, que tout le monde essayait de solutionner, donc tout le monde voit bien que c'est un peu tout pourri. Pourquoi j'aime JavaScript? Eh bien, pour des choses tout à fait rigolotes. Déjà, JavaScript, c'est un open standard. Ça veut dire que vous n'avez pas à payer, et c'est un standard, c'est le même partout. Je n'ai pas dit que c'était un bon standard, j'ai dit que c'était un standard. Hein. Alors, ça tourne partout, grâce à Node.js, grâce à l'ensemble des browsers web. Et ça, ces deux petits faits, là, ça écrase tous les autres. En tout cas, à mon opinion, vous ne pouvez pas battre le fait d'un open standard qui tourne partout. C'est la première fois mondialement que ça arrive, mondialement dans l'histoire de notre superbe informatique. Donc, moi, j'aime bien ça. Avoir un seul langage à mémoriser, mon cerveau aime bien. Donc, pendant ce temps-là, pendant que tous ces gens se battent, Google, machin, et dans le but de créer leur propre nouveau JavaScript, eh ben nous, on doit faire du JavaScript. Simplement parce qu'on ne va pas s'amuser à utiliser un langage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en JavaScript pour améliorer JavaScript? Eh bien, croyez-le ou pas, on peut faire des tas de trucs super. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, ça c'est Better.js, c'est ma libre là, hop là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première étape, JavaScript, normalement, d'après ce que l'on croit, n'a pas de private. Private, c'est le fait d'avoir des membres, des properties, hein, je sais même pas comment dire, des valeurs ou des fonctions qui sont accessibles uniquement par votre classe. Et ben, normalement, JavaScript ne l'a pas. Mais en fait, si, vous pouvez implémenter private avec vos petits doigts en JavaScript. C'est-à-dire sans avoir de couches en plus supplémentaires de compilation ou autre. Ensuite, vous croyez que JavaScript originalement n'a pas de strong typing. Ça signifie, si vous mettez une variable, vous pouvez mettre une string dedans, vous pouvez mettre un entier ou un nombre, vous pouvez mettre un objet, whatever. Et JavaScript ne vérifie pas tout cela, et en fait, vous ne pouvez pas spécifier le type d'une variable. Normalement. Ben en fait, si vous pouvez. C'est une possibilité. Et Better.js le fait pour vous. Donc ça, c'est le truc. Alors comment utiliser Better.js pour avoir le strong typing et la private visibility? C'est extrêmement simple. L'avantage, évidemment, comme je viens de le dire précédemment, c'est qu'on n'a pas de step de compilation, vous n'avez pas de nouveau langage à apprendre. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous avez votre gros programme JavaScript, vous définissez votre Better.js pour cela, donc de façon à avoir vos types, vos privates, ce genre de choses. Et ensuite, vous pouvez tester votre programme de telle façon que ça vérifie que votre programme suit bien vos specs du type telle variable est bien de ce type-là, telle variable n'a pas le droit d'être 0, telle variable... personnellement, je fais de la 3D par exemple, donc là on fait beaucoup de calculs mathématiques, on n'aime pas du tout avoir des NaN. Je peux dire, bah, cette variable n'a jamais le droit d'être un NaN. Et ça marche très bien. Je l'utilise tous les jours. Alors, la démo. Strong typing. Comment on fait strong typing? Donc là, comme d'hab, comme sur Internet, hein, on fait des chats. On va définir la classe chat, quoi, la fonction chat.
qui a un nom et un âge, et puis je ne savais pas trop quoi faire, donc j'affiche un super message, c'est mon nom et blabla, et mon âge est genre 3. Donc ça, c'est la fonction à 2 balles. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que name doit être une string et edge doit être un number. C'est le concept. Donc, on définit la chose. Comment on définit la chose? Comme cela. Vous avez défini la fonction précédemment, vous faites betterJS function, vous mettez le nom de la précédente fonction, vous la mettez là aussi, et vous dites que l'argument, c'est une string et un number. Et croyez-le ou pas, c'est bien tout ce que ça nécessite pour avoir maintenant, à chaque fois que vous allez appeler la fonction cat, on va vous dire, si vous n'avez pas autre chose qu'un string et un number, eh ben, je vais arrêter immédiatement le programme avec une belle interruption qui vous dit, vous êtes planté. Et ça, c'est sympatoche. Alors, toutefois, évidemment, si on l'appelle bien, donc avec une string et un number, tout va bien, ça affiche mon nom et Kitty, et mon âge est 5. Mon âge est 5, j'imagine que ça doit être français quelque part, ça. Ok. Et donc ça fournit un strong typing. Je crois que j'ai dû sauter un slide. Voilà. Alors, toutefois, si vous faites cat Kitty 10, par exemple, donc là, une autre string à la place d'un chiffre, immédiatement c'est détecté et cela nous dit argument numéro 1, donc celui-ci, doit être un chiffre. Ça vous le dit immédiatement. Alors l'avantage, quel est-il? C'est vous êtes en train de coder, vous voulez trouver les bugs les plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que sinon, évidemment, vous trouvez le bug dans 3 semaines, vous ne savez pas ce que vous avez codé, ni pourquoi, ni comment. Donc vous voulez le trouver immédiatement. C'est tout de suite beaucoup plus rapide à fixer parce que vous avez tout le concept dans la tête. Et donc là, on arrête immédiatement le programme avec une exception, et ça vous le dit. Donc ça marche assez bien. Et hop là. Donc on obtient un strong typing comme cela sur les fonctions. Vous pouvez le mettre sur les properties dans l'objet, c'est assez facile sur les properties, genre vous pouvez dire que objet.name doit être une string ou vector.x doit être un chiffre, un number, et donc tout cela est détecté automatiquement. Hop. Maintenant, comment on fait les private? Et bien en fait, croyez, c'est super simple. Donc toujours avec mon histoire de chat qui a un nom. Donc comme d'habitude, là, je mets un petit underline. C'est une convention qui vient du Python, là, qui est utilisée de plus en plus, qui dit que si c'est underline, vous présupposez tous dans votre tête que c'est private, même s'il n'y a rien qui vérifie que c'est private. Ça donne du Python là-dessus. Et là, j'essaie. Donc là, après, vous définissez un bordel avec une méthode, un prototype avec un getName, et vous avez un getter pour thisName. Donc uniquement cette fonction-là a le droit de lire this underline name. Si vous les lisez de l'extérieur, c'est en fait une erreur de code parce que this underline name est censé être private. Donc comment vous faites cela? Vous avez votre getter, vous avez tout ça, tout va bien. Vous définissez encore une fois votre petit JavaScript, votre petit better JavaScript, cat, betterJS class de cat machin. Là, vous mettez privatize equal true. Donc là, en gros, il va prendre tout l'ensemble des properties qui sont définies dans la classe cat. Il va regarder, ça commence par un petit underline. Ça commence par un underline, c'est private. Et à ce moment-là, il n'y a que vos fonctions de classe qui vont être autorisées. J'ai mis l'histoire de underline, mais c'est réglable si vous avez envie d'avoir une autre convention pour votre private. Donc là, évidemment, si on crée la classe Kitty, classique, hein, pas de trouble, eh bien là-dessus, quand vous accédez âge, cat.age, eh bien là, ça vous donne une fonction publique, donc vous la lisez et vous arrivez, vous avez 7. Donc là, ça va bien parce que c'est une classe publique. Toutefois, quand vous, non, ça c'est avec un getter, donc ça va bien aussi. Donc on fait cat.getName, et donc là ça va bien parce que vous l'accédez de la façon légitime, on va dire. Toutefois, quand vous accédez de l'extérieur la fonction privée, je vous interromps encore une fois. Denied access to private property underline name. Donc encore une fois, vous détectez vos bugs le plus rapidement possible, et tout cela va bien. Donc vous avez vos private, c'est rigolo. Alors, donc on peut avoir avec betterJS plein de trucs. Les deux plus amusants sont les private visibility et les strong typing. betterJS est fait pour vous utiliser ça lors de votre test. Par exemple, vous avez défini tout ce qui est
strong typing ou private dans quelque part. Quand vous testez votre soft, durant le développement, vous pointez et vous avez tout ça, et ça détecte automatiquement ces bugs à ce niveau-là. Donc, vous le faites durant le test et vous ne le faites pas durant le prod. Parce que ce genre de choses est sympathique, mais ça a quand même un coût à l'exécution, un coût temps CPU. Un coût temps CPU qui n'est pas super intéressant à perdre lorsque votre logiciel est débugué, mais par contre qui est tout super sympa à perdre. C'est pas même pas perdre là, c'est un coût CPU qui est très bien lors du développement en tout cas. Donc ça c'est les deux features majeurs de BetterJS. Ces deux features qui n'ont jamais été montrées en JS, donc ça c'est assez coolos. Et ça vous permet d'écrire surtout un JavaScript plus sûr, dans le sens où, quand vous développez, votre code va tout de suite être beaucoup plus rapidement débugué. Et en fait, ça vous permet de vérifier tout cela. Donc là, machin, tout ça est en 100% JavaScript, ça vous permet détection de bugs plus importante, et on moniteur l'exécution aussi. Parce que là, je vous ai parlé des deux features les plus intéressantes, mais en fait, il y en a d'autres. Il y a par exemple Object Allocation Tracking. Alors, Object Allocation Tracking, c'est quand vous faites new un objet. New à l'objet, c'est bien intéressant, mais en fait, ça déclenche un garbage collection derrière. Ce qui est assez ennuyeux, évidemment, parce que ça dépend de ce que vous faites. Personnellement, je fais des jeux en 3D, et des jeux en 3D, on n'a pas du tout d'avoir envie de garbage collection, là, c'est pas sympa. Là, c'est genre, vous êtes à 60 FPS, et d'un seul coup, truc qui s'arrête, même, je sais pas, pendant 15 millisecondes, et ben 15 millisecondes, vous le voyez visuellement, d'un seul coup, vous venez de sauter une frame. Donc voilà, ça c'est Object Allocation, donc là, je suis capable de vous dire qui a alloué les objets, et surtout, est-ce qu'ils sont encore alloués. Il y a Garbage Collector Monitoring, donc là, ça vous donne la force du Garbage Collection que vous avez. On est capable de mesurer l'ensemble de la Garbage Collection qui est effectuée. Par exemple, si vous pouvez faire une Garbage Collection de 1 méga toutes les 10 minutes, on va dire. Ça, c'est pas dramatique, mais si vous commencez à faire 1 méga toutes les secondes, ça commence à être beaucoup plus dramatique, vous voyez des gros problèmes là-dessus. On peut faire du function color tracking. Alors ça, en gros, ça va vous dire, par exemple, vous êtes en train de débugger, vous avez envie de refactorer une fonction, et cette fonction, eh ben, qu'est-ce que vous faites avec? Vous traquez qui est-ce qui l'appelle. Et donc, ouais, moi, je vais vous dire, cette fonction a été appelée 53 fois de tel endroit du code, avec, je sais pas, moi, 52 fois de tel endroit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui vous permet un peu de savoir qu'est-ce qui arrive à votre fonction. Et après, je vais faire un autre truc aussi, parce que ça, j'en avais un peu marre. C'était les Global Variable Detector. Il y a plein de trucs qui définissent des globales, et en fait, c'est assez amusant, en gesticulant un peu, on peut savoir qui utilise une globale. Donc ça va vous permettre de refactor votre code si jamais vous avez envie de retirer cette globale, et surtout, où est-ce qu'elle est détectée, où est-ce qu'elle est accédée. Donc, ça vous permet de la retirer. Personnellement, à un moment, j'étais CTO il y a 6 mois, et ça, je me suis retapé tout le jeu vidéo pour virer toutes les globales. Ça m'a quand même pris en bout de 2 semaines, mais bon, après j'avais plus de globales. C'était ma victoire perso. Donc ça, c'est les features qui sont codés, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour en parler. Hop. Donc tout ça, il y a une superbe webpage avec mes photos, si vous voulez, une super photo de boxeur. C'est sur GitHub, c'est en MIT, ça marche sur tous les browsers web modernes, ainsi que sur Node.js. Vous pouvez faire npm install BetterJS si vous avez envie. Tous les browsers web modernes, c'est parce que dans la vie je fais du WebGL, alors je ne me préoccupe pas de IO6 ou des trucs de ce genre. C'est sympa quand même, c'est l'aspect sympa du truc. C'est sur MIT. C'est la fin de mon talk. Avez-vous des questions? Une question, je t'écoute. Alors moi j'ai plusieurs questions. C'est parti. Pour le nommage des fonctions. Ouais. Donc pour le nommage des fonctions, premier paramètre, c'est pas une string. Comment tu chopes le nom? Premier paramètre, c'est pas une string, comment je chope le nom? Tu m'as chopé là. Je ne comprends pas. Ça va? Le 4, le deuxième. Celui-là là? C'est pas une string. C'est pas une string. Comment tu fais pour choper le nom à l'intérieur? Je le chope. Le nom de 4? Ouais. J'ai pas besoin du nom de 4. Donc, je le chope, hein. Ton 4 il sert à rien? Si, il me sert à filer la fonction à BetterJS.
Sinon, il ne va pas savoir ce que BetterJS, et toi, tu veux modifier ta fonction 4. D'accord, tu as une fonction qui est définie au-dessus qui s'appelle... Ah non, ok. Celle-là. Wow. J'ai la fonction 4 qui est là. Je pensais que ça faisait la définition de la fonction également. Ah non, Ok. là, un point fondamental, c'est ça doit être non obtrusif. Non obtrusif, ça veut dire, tu as ton code existe, moi je ne vais pas aller modifier ton code. C'est bien important parce que comme ça, tu peux retirer tout mon bordel de BetterJS quand tu as envie. Ok. Tu vois, en anglais comme ça, I don't jail you, je te mets pas en prison, tu n'es pas forcé d'utiliser tout ton avis BetterJS après. Ok. Tu peux juste arriver derrière, tu fais toute ta fonction, bon là c'est une fonction à 2 francs, hein, évidemment, après tu fais ton BetterJS derrière, tu lances ton test ou tu fais je joue avec ta fonction ou ton application, et après que tu aies lancé le BetterJS, tu vas avoir vérification du strong typing là. Ok. Ça te va? Ouais. Okay. Ensuite, c'est plus une remarque, c'est comparé aux autres langages, TypeScript, etc. Ouais. Ouais, c'est un langage compilé, mais en contrepartie, les erreurs, tu les as compiles et pour runtime. Tu es obligé de tester la fonction pour voir les erreurs potentielles de typage, surtout. C'est sûr, c'est un avantage. C'est l'avantage de la compilation. Je n'utilise pas. Moi, personnellement, j'ai l'avantage de ne pas avoir la compilation. Voilà. C'est l'intérêt. Et après, par contre, un truc avec lequel je suis pas trop d'accord, c'est pour les privates. Ouais. La notion de private officieusement existe en JavaScript, quoi. Tu as des closures. Les closures, tu vas avoir beaucoup plus de mal avec des trucs genre prototypes qui sont là. Ouais. Tu vas vachement le mal à faire la ouais, c'est sûr, mais ouais. Bon, alors après, tu peux la faire comme ça, tout va bien. Il faut l'être pour le faire. Comment? Pour faire du private comme ça, il faut l'être. Sinon tu peux pas. Ou alors, ce qui existera en JavaScript actuel. Voilà. D'autres questions? Non? Si? Oui, dans le fond? L'héritage avec le private? L'héritage avec... Dans le cas actuel, donc la question c'est l'héritage avec le private, c'est-à-dire... Donc là, private, alors déjà private, la définition C++, moi anciennement je viens de C++. Private, c'est pas protected. Alors ça veut dire private, c'est accessible par ta classe, point. En C++, il y a un truc qui s'appelle, ou en Java, je me souviens plus exactement, il y a un truc qui s'appelle protected, qui est, c'est privé pour moi et aussi pour tous les gens qui héritent de moi. Honnêtement, j'ai pas implémenté protected, parce que personnellement, moi tout seul, j'en ai pas un usage du tout. Mais c'est même pas dur, quoi. Si jamais j'avais besoin d'implémenter protected, il faudrait que je change un peu la définition de private ici. En fait, je ne changerai pas la définition de private, parce que private est une bonne définition là. J'implémenterai un protected. C'est la même chose à implémenter, c'est ça que j'essaie de dire. Ça répond un peu à la question vaguement, j'essaye. Ouais. D'autres questions? Ouais. Bonsoir à tous. Juste pour savoir pourquoi tu as viré toutes les variables globales du jeu dont tu as parlé. Pourquoi j'ai viré les variables globales? Pas les globales. Ça, je ne m'attendais pas à cette question-là. Ok, une variable globale, je m'attends pas. Alors, donc, c'est très crade, quoi. N'importe qui peut taper dedans, tu sais pas qui tape dedans, ni où ça tape dedans, et quand tu commences à avoir 200 000 lignes, tu es en train de pleurer pour savoir pourquoi ma variable globale a changé. Tu vois? Tu sais pas pourquoi elle a changé, là. C'est qui a défini cette variable? Et puis après, tu rigoles quand la variable globale c'est i. Tu te dis, tu as regardé quelque part. Salut. Je vais faire git blab, et je vais faire toi. Tu vas me corriger mon i là, parce que tu me l'as fait il y a 2 ans, et voilà, tu te débrouilles pour me corriger mon i. Imagine que tu en as 70 et que par les variables globales, à la fin tu pleures. Oui, il y avait une question au fond. Je t'écoute. Et en termes de performance, est-ce que ça change quelque chose? Clairement. Clairement. Alors pourquoi ça change quelque chose? C'est parce qu'à chaque fois que tu vas accéder, par exemple, cette variable, si moi je dis que c'est un number, et ben à chaque fois que tu vas y accéder et que tu vas modifier, tu vas faire machin âge égale, je sais pas moi, blabla, donc une string, et ben moi je dois intercepter ça, ce que je peux faire, et là je vais vérifier que ton blabla c'est un number. Et donc là ça va planter, parce que évidemment c'est pas un number, et donc ça coûte. C'est aussi pour ça qu'il faut le faire au niveau du test ou du développement.
Si vous faites du compilé ou du C, du C++, c'est ce qu'on appelle une compilation en mode build ou en mode debug, qui est, donc vous arrivez, vous faites votre truc, ça vous coûte, c'est plus lent à l'exécution, mais le programme s'auto-monitor de façon à détecter plus rapidement le bug. Ça coûte, hein, déployez pas ça. Si vous voulez, vous déployez, ouais, c'est votre délire. Ouais. On fait comment dans ce cas-là pour avoir une version qui soit rapide à l'exécution pour le déploiement? Ah bah, alors, ça, tu le définis comme ça c'est ton code, tu fais le tien. En dessous, en fait, tu vois, moi, quand je fais du Node, par exemple, j'ai un machin, genre, je fais un éditeur de jeu, on s'en fout, la classe blabla, blabla.js, et j'ai un autre truc qui s'appelle blabla.better.js. Et j'ai les deux. Et donc, quand tu inclus le point better.js, c'est la version better.js de ça, donc qui est celle-ci, avec l'inclusion de la précédente. Donc, c'est super facile à faire, il n'y a aucun problème. Et ça marche en browser web aussi. D'autres questions? Oui, juste une petite remarque. Au début, tu as présenté React de Facebook au même niveau que TypeScript et Dart, alors que ça... ouais, je vais pas... alors, React, là, c'est juste une ligne de vue. Pas tout à fait, non. Il y a un truc qui s'appelle JSX, qui est un superbe truc... Quoi? Je faisais React sans JSX. Ça peut marcher sur JSX, ouais. Par contre, Facebook sont sensibles au typage, ils ont sorti récemment Flow, qui du coup est un statique... par contre, c'est pas un langage, justement, c'est un statique checker que tu tournes en task-runner, du coup c'est non intrusif. Et du coup, tu peux même le faire sur l'existant. Est-ce que tu l'as déjà testé un petit peu là ou pas personnellement, non. Du coup, il se fait sur l'existant, il est prédictif. Enfin, il essaie d'être prédictif. Comment ça veut dire prédictif? Ça veut dire quoi, prédictif? Comment tu peux prévoir? Je comprends pas. Il analyse en fait ton code et il regarde une fonction si c'est censé être ce paramètre, être une string ou en fonction de... Ah, il essaye de deviner tout seul si c'est une string, ainsi de suite. Ok, ouais. Du coup, il n'y a même pas besoin de déclarer, mais je voulais plus savoir si t'avais... Ah non, j'ai pas essayé le truc, puis c'est sorti récemment, c'est sorti la semaine dernière, ou comme ça. Moi, j'ai cette syntaxe-là, mais en fait en interne, c'est-à-dire pour mon usage personnel, j'ai un truc qui utilise JSDoc. Tu vois, tu as JSDoc, je sais pas si tu connais, là tu arrives, tu fais une petite string, et puis tu dis pour tel paramètre c'est tel truc, pour tel paramètre c'est tel autre truc, et à côté tu racontes c'est quoi ton paramètre. Et moi, ce que je fais, c'est un parseur de ça qui va te output le better.js pour ça. Alors c'est intéressant parce que tu te retrouves avec une boucle bénéfique rigolote qui est, tu forces le développeur à documenter son code, ce qui est sympathique, la plupart n'aiment pas, mais bon voilà. Et en plus, le code est documenté, et en plus, ça te permet de tester mieux grâce à ce genre de choses ensuite. Moi, je suis très content, je n'ai pas fait ça pour devenir célèbre, hein. J'ai fait ça pour améliorer JavaScript, et donc, si Facebook est dans l'affaire, je suis très heureux de la vie. Ouais. J'aime bien l'idée de l'enlever en prod, justement. Ah bah oui, ça, moi aussi. Parce que là, oui. D'autres questions? Soit dit en passant, je pense quand même que Flow, s'il s'est fait pas de magie, il y a des tonnes de trucs qu'il ne pourra pas inférer, alors que si tu les déclares avec Vector.js, il y aura des tonnes de cas qui seront traités que tu ne traiterais pas avec Flow. Ça, c'est à l'exec. Alors c'est l'avantage et l'inconvénient. D'autres questions, non? Bonsoir. Un peu dans le fond, ouais. Je voudrais juste demander, c'est une question connexe à ce que tu viens de dire concernant ton parseur de documentation de JSDoc, là, ouais. Est-ce que tu as prévu de créer des outils pour automatiser la création du Better.js à partir du JS pour l'instant, c'est parce que je ne fais pas ça pour toute la journée, mais pour l'instant, j'ai que le JSDoc. Alors le JSDoc, c'est sympa parce que ça fait tout le strong typing, le privatize. Le privatize, ça dépend. Toi, tu peux le mettre par défaut si tu as envie de le mettre par défaut. Moi, donc le privatize est basé sur le fait que tes variables privées vont commencer par un underline. Si c'est ce que tu as comme convention dans ton code, ça peut se générer automatiquement. Ouais. C'est l'avantage du truc. Si tu as du JSDoc dans ton truc. Donc là, c'est pas mal. Moi, c'est la boucle que j'avais trouvée assez rigolote. Si tu documentes ton code, il va tourner mieux. Voilà. D'autres questions? Encore? C'est juste pour rebondir à la question de tout à l'heure. Ouais. Une dernière. Ouais, c'est juste pour rebondir sur le fait de pouvoir désactiver en prod. Ouais. Donc tu disais, si j'ai bien compris, que tu faisais 2 fichiers séparés, que tu intégrais ou non voilà.
fonction. Il y a des frameworks JavaScript comme Angular ou quoi que ce soit qui, pour certaines parties, genre du débugage ou quoi, te permettent de disable avec une option juste de désactiver les sorties de console, etc. Okay. Est-ce que ce serait envisageable, par exemple, de ton côté, de désactiver le monitoring via une option plutôt que d'enlever les fichiers, par exemple, parce que les fichiers, ils peuvent servir pour du typing, enfin pour du strong typing, pour bien sûr. la lecture de Je veux te dire, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais rien ne t'empêche de me faire un gros if autour du BetterJS. Ici, if, moi, j'aime pas cette fonction-là maintenant. Genre, je sais pas, un environnement variable ou quoi que ce soit, quoi. Ou alors, tu peux même faire une constante. Ça, c'est ce que j'avais fait dans le jeu dans lequel j'étais responsable. Tu fais if, et là, tu mets une constante. Et après, tu compiles avec Google Closure ou Uglify qui te permettent de définir des constantes. Et si à la fin, tu fais if 0, il dégage tout le code dans la foulée. Ouais. Je pense que c'est un truc en interne dans Better pour désactiver le monitoring, mais garder la même structure, tu vois. Mais bon, c'est pas... Ah, mais ouais, moi j'ai des if. C'est pas forcément super compliqué, il suffit de remplacer toutes les fonctions par des fonctions identité, puis c'est fini, quoi. Ouais, puis de toute façon, le nom de la fonction ne change pas, les gars. Vous prenez ça, vous virez ça, ça marche pareil. Sauf que ça ne dirait pas le machin. Parce que 4 est en fait surchargé par 4. C'est la finesse du truc. On va enchaîner parce que enchaîner. voilà. Better, Merci beaucoup.